Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Ici Hubert Côté, votre hôte. Aujourd'hui, on est accompagné de notre cher Louis Côté. Bonjour tout le monde, merci encore de m'accueillir. Yes, aujourd'hui on va parler du nouveau budget fédéral qui est entré en vigueur le 16 avril dernier. Donc il y a eu déjà là, plusieurs... ça fait une tollée dans les médias quand même là, au niveau de l'augmentation de l'imposition sur le gain en capital. Aujourd'hui, ça va être intéressant. On va break down un peu c'est quoi les répercussions, c'est quoi les choses à retenir de ce budget-là, puis aussi notre feedback, comment que nous, on voit les choses. En effet, il y a certains budgets qui apportent des mesures comme un peu plus secondaires, mais ce budget-là a eu des mesures vraiment importantes là, pour particulièrement les investisseurs, aussi les investisseurs dans des entreprises. Donc aujourd'hui, le but, là, c'est vraiment de se concentrer sur les mesures qui s'appliquent aux investisseurs puis aux investisseurs dans des entreprises privées. Donc, comme tu l'as mentionné, là, on va pouvoir commencer par le gain en capital, tout de suite attaquer la grosse partie du budget. Yes. Donc, en gros, là, pour résumer les mesures, avant, il y avait un gain en capital qui était imposé à 50 %. C'est important de comprendre là, la distinction entre le taux d'inclusion, j'ai dit qui est imposé, j'ai comme fait un lapsus. Là. Il y a le taux d'inclusion puis le taux d'imposition. Donc, le taux d'inclusion était à 50 %. Donc, ça veut dire qu'il y a 50 % du gain en capital qui est inclus dans les revenus qui sont après ça imposés à ton taux marginal ou ton taux de société. Puis là, c'est le taux d'inclusion qui va changer. Fait que, il y a quand même eu des mauvaises façons de le comprendre là, dans les médias. Par exemple, des gens sur Twitter qui disaient que le taux d'imposition du gain en capital était rendu à 66,2%, alors que c'est le taux d'inclusion, ce qui vient vraiment faire une grosse différence. C'est pour donner une idée, là, avec le taux d'inclusion à 66,2%, le taux le plus haut qu'on peut avoir au Québec pour un particulier, ça serait de 35,54% sur son gain en capital. Mais ça, dans le fond, là, c'est important de savoir pour les investisseurs immobiliers, les entrepreneurs, mais aussi monsieur, madame, tout le monde, dans le fond, essentiellement, qui vont vendre leur maison ou leur triplex un jour. Là. Ça va affecter, dans le fond, tout le monde, right? Exactement. Ben, en fait, le gouvernement fédéral a dit dans son budget que c'était une mesure qui était targetée aux riches, dans le sens qu'ils ont mis un nouveau plafond, ça c'est un nouveau concept là, qui n'existait pas avant, qu'en bas de 250 000 de gains en capital annuel pour un particulier, le taux d'inclusion va rester à 50 %, puis en haut du 250 000, il va tomber à 66,2%. Donc là, leur argumentaire, c'est de dire ça va affecter, je pense, de mémoire, c'était comme 0,17 % de la population, tu sais, c'est vraiment petit. Mais c'est un peu de la poudre aux yeux dans le sens que, oui, ça va affecter pour une... C'est vrai que c'est pas, les gens vont pas déclarer des 250 000 de gains en capital annuellement, donc... annuellement, ça va affecter une petite partie de la population. Il y a certaines personnes, par exemple, qui auraient décidé d'investir dans des plex à la place d'investir dans un fonds de retraite qui, eux, vont être pénalisés parce qu'à la vente de leur plex, ils vont devoir payer un gain en capital plus gros. C'est sûr que il va y avoir des stratégies de planification qui vont se faire, tu sais, comme on parle souvent de la balance de prix de vente là, pour acquérir des entreprises, acquérir des plex. Donc, je pense que ça va devenir encore plus intéressant parce qu'en plus de reporter le gain en capital, mais là, ça va pouvoir devenir possible de reporter puis d'utiliser le 250 000 pour le 50 % de taux d'inclusion. Puis brièvement, est-ce que pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi une balance de vente, je trouve que c'est un mécanisme qui est hyper intéressant pour accélérer sa croissance, faire des acquisitions d'entreprises ou d'immobilier. En quelques lignes ou en quelques mots, c'est quoi une balance de vente? Balance de vente, au final, c'est un financement par le vendeur. Donc, le vendeur, au lieu de recevoir son argent tout d'un coup, il va décider, habituellement, c'est 5 ans, là, parce que le maximum pour avoir des avantages fiscaux, c'est 5 ans. Donc, par exemple, sur 5 ans, une partie du prix de vente va être reçue annuellement par le vendeur. Ça fait en sorte que pour l'acheteur, c'est bien parce que ça lui procure du financement. Pour le vendeur, il y a des avantages fiscaux. Puis ça permet aussi de garder un certain contrôle. Si c'est une entreprise, par exemple, là, dans l'entreprise, puis de mettre certaines clauses, c'est bien vu aussi des banques là, pour le financement. Puis là, il va avoir un avantage supplémentaire là, avec le 250 000 qui pourra être multiplié par cette stratégie. C'est fou quand même. J'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir. Tu sais, je pense que depuis que c'est sorti, il y a eu beaucoup de réactions dans les médias. Tu sais, les gens sont comme hyper outrés. Personnellement, je trouve que je sais pas, c'est sûr que c'est des mesures quand même socialistes qui vont avoir un impact. Tu sais. Je sais pas si c'est vrai, puis c'est ça que j'essaie de chercher, là, mais il y a une infime partie de la population qui paye une grande partie de l'impôt. Puis ça, c'est pas, aller
faites vos recherches, je sais pas si c'est vrai, là, mais il y a environ comme 5% de la population qui paie pour 40% de l'impôt collecté total. Puis, dans le fond, ce 5%-là, ben, c'est les gens ultra wealthy qui décident de rester au Québec et non de s'expatrier ou aller dans un autre pays pour pas payer d'impôts. Il y en a plein qui font ça. Puis, mais il y en a qui restent. Puis, j'ai l'impression, puis le danger avec autant de mesures comme ça, ben, ce fameux 5%-là de la société, ben, ils peuvent partir techniquement là, du pays ou de la province. Puis le challenge avec ça, puis je pense que c'était Éric Gravel là, qui disait ça, c'est que ce 5%-là, le challenge, ben, c'est que s'ils partent, ben, ça va être la classe moyenne qui vont devoir payer cet impôt-là manquant. Right? C'est un bon point. Il y a la genre d'analogie là, des gens dans un bar qui, en tout cas, bref, c'est vrai que si la personne qui paie le plus d'impôts décide de quitter, ben ça fait en sorte que le fardeau est sur les épaules des autres. Puis on s'entend qu'en proportion, ça va être quand même assez élevé là, comme tarification d'impôts. Par contre, il faut quand même garder ça en perspective là, parce que à peu près en même temps, il y a je ne sais pas autant bien comment ça fonctionne aux États-Unis, mais une proposition de budget par Biden en 2025 qui a été faite. Dans cette proposition-là, il recommande en fait là, d'augmenter le taux sur les gains capital long terme et les dividendes déterminés, qualified dividends, à 44,6%. Donc, les États-Unis se retrouveraient quand même avec un taux de gain capital. Puis eux, il n'y a pas de mécanique d'inclusion et d'imposition. Donc, 44,6% au lieu de 35,54% au Québec. Là. Fait qu'il y a quand même une différence de 10% de plus. Aux States? C'est pas encore en vigueur. Okay. C'est proposé par le gouvernement Biden pour 2025. Donc, si ça se passe, c'est sûr que oui, ça peut donner envie aux entreprises de peut-être aller voir ailleurs, mais si ailleurs c'est pire ou c'est. je pense qu'on est quand même dans un monde où, surtout avec la hausse des taux d'intérêt, d'après moi, la plupart des pays vont avoir tendance à plus augmenter les impôts que les baisser pour les années futures. Ouais. Puis. C'est fou quand même, tu sais. Parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Tu sais, souvent, on entend parler de gens qui s'en vont à Dubaï pour pas payer de taxes et compagnie. Mais ça reste qu'au Québec et au Canada, tu sais, on a des belles conditions de vie. Tu sais. Ça reste que, puis tu en as parlé un peu, mais on est quand même une des top countries au monde où il y a de l'optimisation fiscale, où c'est quand même avantageux là, d'avoir une business au Québec puis au Canada. Mais c'est sûr, des fois, quand tu vois les gens à Dubaï, dans le fond, ils payent aucune taxe sur leurs revenus. Mais le coût de la vie est super dispendieux et tout. Tu habites dans un désert, une culture vraiment différente et tout. Mais c'est sûr que des fois, à un moment donné, sur des gros montants, ça peut donner envie à certaines personnes de juste aller vivre à Dubaï. En effet. Puis c'est des choix de société aussi parce que personnellement, je pense pas que je serais à l'aise de vivre dans une société où que les écarts de richesse sont hyper grands comme par exemple à Dubaï où qu'il y a des ultra riches et des personnes qui sont plus dans le besoin. Parce que je préfère peut-être payer un peu plus d'impôts pour m'assurer que les personnes dans le besoin, c'est plate à dire, là, mais ne créent pas de problème en société puis qu'il y ait des personnes qui en prennent soin. Mais bref, pour revenir au gain en capital, l'inclusion des gains en capital à 66,67, 66 et 2 tiers, il va y avoir quand même quelques éléments de planification à prendre en compte. Faut faire attention là, avec ce que je vais dire parce que les mesures sont prises dans un cas isolé. Ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Bien entendu, on conseille d'aller voir son fiscaliste, son conseiller pour analyser le cas. Premièrement, ce que ça fait, c'est que les placements dans une société vont devenir moins efficaces. Parce que je ne sais pas si je l'avais mentionné, là, mais le 250 000 est pour les particuliers seulement. Puis dans les sociétés, il n'y a pas cette exemption-là pour les premiers 250 000 de gains en capital. Okay. Fait que ça va devenir plus dur de se créer du CDC, c'est moins efficace. On avait parlé du compte de dividende en capital qui, avant, c'était la moitié du gain en capital qui était mis dans un compte de dividende qu'on pouvait sortir libre d'impôt, mais là, ça va être le tiers. Fait que là, déjà là, il y a quand même une perte d'efficacité à ce niveau-là. Sinon, les comptes comme le REER, le CELI vont devenir plus intéressants, même pour un propriétaire d'entreprise, puis possiblement de détenir des placements non enregistrés personnels. À ce niveau-là, la ligne est un petit peu plus mince. Puis pour un actionnaire dirigeant, ça va devenir plus intéressant de se verser un salaire versus un dividende.
étant donné que le salaire va permettre d'augmenter la portion REER, donc le maximum cotisable au REER. Donc ça va devenir un petit peu plus intéressant pour les actionnaires. Puis ceux qui ont du gain capital, on en a parlé, la balance de vente va devenir intéressante. Puis si aussi, là, j'avais un petit commentaire à faire par rapport à ça, je trouve ça quand même spécial dans le côté de taxer plus les gains capital parce que on se dit que on est en pénurie de logement, fait qu'on veut inciter les gens à investir dans le logement, puis les investisseurs à investir dans le logement au Canada. Mais là, ce que ça vient faire indirectement, c'est de dire aux investisseurs que c'est plus efficace d'investir dans des valeurs mobilières, en bourse. C'est rendu plus efficace parce que tu peux beaucoup plus facilement contrôler ton gain en capital. Fait qu'annuellement, par exemple, tu pourrais te déclencher moins de 250 000 versus si tu vends un triplex, un quadruplex, ben c'est dans l'année que tu déclenches ton gain en capital, donc tu risques d'être plus affecté par la mesure. Puis ça, c'est quand même assez important comme mesure. Puis c'est certain aussi que ceux qui ont investi depuis longtemps, ben, ils vont se voir pénalisés. Puis, puis on s'entend aussi que la plupart des gens qui investissent en bourse vont investir à l'international, beaucoup aux États-Unis, tandis que les gens qui investissent en immobilier, ben, ils vont investir localement, ils vont investir au Québec. Fait que je trouve ça plate un peu, c'est un peu un angle mort là, dans le budget là, que ça vient ni plus ni moins là, pénaliser les gens qui décident d'investir en immobilier alors qu'on en a besoin. Par contre, il y a quand même des propositions qui ont été mises à ce niveau-là. Donc, mais est-ce que tu sais, mettons, ballpark, le nouveau budget de loi fédéral, si on prend, exemple, la vente d'un triplex à 1 million de dollars à Montréal, avant, il te restait combien à la fin? Puis maintenant, il va te rester combien? La différence entre les deux est de combien à peu près? Si on y va ballpark, là. Par exemple, que tu possèdes un triplex, 1 million cash, ça fait 30 ans que tu l'as, puis là, tu le vends d'un matin avec le nouveau budget, les nouvelles lois. C'est quoi l'impact monétaire sur la vente? Bonne question. Ben, c'est sûr que ça dépend de beaucoup de facteurs, là. Ben, surtout, en fait, le taux d'imposition de la personne. Mais au taux marginal supérieur, qui va souvent être atteint pour quelqu'un qui va vendre son triplex puis quelqu'un qui va avoir des gains en capital de plus de 250 000, on peut se dire environ 8,88. Fait que grosso modo, un 9 % de plus. Donc, par exemple, quelqu'un qui a fait un gain en capital de 1 million, mettons. De 1 million, ben là, il va avoir à payer 9 % de plus, là, donc un 90 000 de plus. Quand même. Fait que c'est quand même une mesure qui va impacter beaucoup, mais c'est pas non plus quelque chose qui va changer la donne dans le sens que ça va pas pénaliser l'investissement, mais c'est moins rentable. C'est moins rentable, c'est ça, exactement. T'en donnes moins à la fin de la journée. Là. Faut compter l'impôt, puis l'impôt a augmenté. Fait que c'est sûr que c'est moins rentable. Par contre, il y a eu beaucoup de mesures là, pour pallier à ces effets-là qui ont été mises en place, surtout pour les investisseurs d'entreprise. Donc, on avait déjà parlé là, la déduction pour gain en capital sur la vente d'actions admissibles qui va passer de 1,17 million à 1,250 000. Ça, c'est immense, by the way. Là. Ça, c'est encore une fois, ça met un peu on dirait que c'est biaisé, là, mais c'est un autre avantage d'impression qu'ils essaient de mettre en place pour la grande succession, là, dans un sens. Là. J'ai l'impression qu'ils sont conscients, puis là, c'est le fédéral, fait que peut-être pas nécessairement, là, mais d'être propriétaire d'une entreprise, d'acquérir une entreprise au Québec, ben, c'est intéressant parce qu'après ça, en 2, 3, 4, 5 ans, peu importe, quand tu veux revendre l'entreprise, ben, t'es plus rendu avec 1 million libre d'impôt, c'est 1 250 000. Exact. C'est un boom de 25% quasiment. Ah ouais, c'est majeur. Puis il y a ça, puis en plus, il y a un nouveau incitatif qui est vraiment plus subtil, en fait. J'ai pas un petit peu, là, c'est vraiment plus contraignant. Mais l'objectif, c'est qu'il va y avoir 200 000 par année à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à atteindre 2 millions de dollars au 1er janvier 2034. C'est un peu le même concept, sauf qu'au lieu d'exonérer, de déduire complètement le gain en capital, ben là, ça va être la moitié. Donc, un tiers qui va être imposable, un tiers de taux d'inclusion. Par contre, là, il y a vraiment des critères, puis ça aussi, ça a fait jaser parce que c'est super contraignant. Donc, il y a les mêmes critères que pour la déduction pour gain en capital. En plus, il faut que la personne soit un fondateur au moment que la société a été capitalisée. Puis là, ça, il y a des personnes qui se demandent, est-ce que, par exemple, pour un repreneur, il va pouvoir créer une nouvelle société pour... Techniquement, oui. Techniquement, je pense que oui. Fait que ça va juste comme compliquer un peu la fiscalité et les transactions derrière tout ça. Mais au final,
tu sais, je vois pas pourquoi ils ont mis cette contrainte-là, parce qu'un repreneur ou quelqu'un qui crée son entreprise va créer de la valeur dans la société. Fait que je trouve ça un peu spécial. Faut que la personne, en tout temps, elle ait possédé les actions, grosso modo, qu'elle ait participé 5 ans avant la disposition des actions dans l'entreprise activement. Puis là, c'est là que les exclusions arrivent, rentrent en jeu. Donc, ça peut pas être une société professionnelle. Ça peut pas être une société dont le principal actif est la réputation des employés ou la compétence des employés, ce qui est super large. Ça peut pas être une société qui exploite dans le secteur financier, l'assurance, l'immobilier, l'hébergement, la restauration, les arts, les spectacles ou le loisir, ou une société qui offre des services conseils ou du soin personnel. Okay, ouais. C'est hyper niche. Ouais, c'est ça. Manufacturier et technologie. Hein? Ouais. De services. C'est ça, exact. Dans le fond, on veut des nouvelles entreprises technologiques, du manufacturier. Entreprise de services. Tant qu'à moi, ça aurait été plus simple de juste le dire telle entreprise va être admise que les exclusions. Les exclusions. Fait que ça, c'est une autre mesure. Puis sinon, pour des petites mesures en rafale aussi, là, il y avait pour l'immobilier, la déduction pour amortissement qui va être accélérée pour les constructions neuves, donc qui va passer de 4 à 10 %. C'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Par contre, je pense pas que ça va avoir tant d'impact que ça, là, parce que actuellement, les projets immobiliers sont pas nécessairement tant que ça à cash flow positif. Puis la déduction pour amortissement, on peut juste ramener le bénéfice net à 0. Ouais. Fait que ça passe de 4 ou 10, je pense pas que ça va avoir un très, très gros impact là, pour les investisseurs. Sinon, il va y avoir un nouveau cadre de déclaration des cryptoactifs. Ça, c'est quand même assez embryonnaire, là, en fait. Puis, il faut prendre en compte aussi que présentement, le budget, c'est des propositions, puis il n'y a pas de projet de loi encore. Ouais. Donc, les mesures ne sont pas encore super claires, puis c'est sujet à changement. Le cadre de réglementation des cryptoactifs qui va venir faire en sorte que toutes les entreprises qui œuvrent dans ce domaine-là vont avoir plus de divulgation à faire au gouvernement du Canada. Puis, il y a une petite chose aussi que je trouvais intéressante, là, qu'on n'a pas beaucoup de détails. Ils vont appeler ça la remise canadienne sur le carbone des petites entreprises. Puis en gros, c'est de retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d'une province au moyen d'une nouvelle remise pour les petites entreprises. Donc, crédit d'impôt automatique pour les PME finalement. Donc, ça vient encore inciter d'investir dans les PME au Québec, au Canada. That's it. Fait que, admettons, y avait-tu d'autres éléments importants? C'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour. Là. Un autre élément important, c'est que l'augmentation des gains capital, ça va être mis en effet le 25 juin. Okay, donc, ça laisse une période pour effectuer des transactions ou prendre des décisions avant, qui est quand même assez courte. Là. C'est peut-être sujet à changement. Puis, ça ne m'étonnerait pas de voir, par exemple, des gens qui songeaient à vendre un building ou une entreprise qui dépasse le montant de déduction en capital, qui soient plus pressés de vendre, là, qui veulent closer avant le 25 juin pour bénéficier des règles actuelles. Fait que, d'après moi, il risque d'avoir quand même une belle fenêtre d'opportunité pour les acheteurs. Là. Fait qu'en résumé, là, en 1 minute, si tu avais à résumer en 1 minute le nouveau budget fédéral, c'est quoi? Le nouveau budget fédéral, en 1 minute, gain capital immanquable. Ouais. Donc, il faut vraiment tout refaire les stratégies, tout remettre en question les stratégies qui sont implantées actuellement. Puis sinon, grosso modo aussi, on voit vraiment qu'il y a un désir de favoriser l'investissement dans des petites entreprises au pays. Puis qu'il y a un désir aussi, ça j'en ai moins parlé, là, mais il y a beaucoup de crédits d'impôt à l'investissement pour tout ce qui est technologie verte là, qui sont bonifiés. Fait que grosso modo, c'est d'un côté, on vient pénaliser les investisseurs, mais de l'autre côté, on vient favoriser les investisseurs dans des entreprises. That's it. Privées. Voilà, fait que merci beaucoup Louis, c'était vraiment intéressant. Je pense que ça résume bien là, le nouveau budget fédéral. Donc si vous avez des questions là, sur le sujet, des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous écrire en commentaire sur YouTube. Ça va nous faire plaisir, on lit tous les commentaires, on reply. Ça nous fait chaud au cœur de voir que vous commentez, que ça vous intéresse. Donc on vous remercie infiniment et on se dit à la semaine prochaine.